Merci à Sciences Po Alumni de nous inviter pour présenter ce webinaire avec Maître Pierre Senac, notaire à Paris, professeur à Dauphine. En fait, pour juste comme préciser que moi je suis diplômé de Sciences Po, mais promotion 86 en éco et finance. Et aujourd'hui, je dirige Madeleine Finance, qui fait partie du groupe CETRI. Alors, comme c'est toi qui as la main, Pierre, pour passer rapidement, resituer nous comment nous opérons. En fait, Madeleine Finance fait partie d'un ensemble, d'un groupe de courtage d'assurance qui est spécialisé dans les PME et les ETI pour couvrir l'ensemble de leurs problématiques d'assurance professionnelle. On a un premier cabinet de courtage qui s'appelle CETRI, qui est le premier courtier dédié exclusivement aux professionnels de l'automobile. On est deux acteurs sur ce marché, mais on est seul, pas véritablement, avec une structure entièrement dédiée. Donc, nous assurons à peu près 30 à 40% du marché des concessionnaires automobiles sur l'ensemble de leurs problématiques d'assurance professionnelle. Madeleine Assurance fait le même métier, mais dans d'autres secteurs d'activité, mais toujours plutôt sur des grosses PME et des ETI. L'idée est d'avoir le temps d'apporter de la valeur à nos clients, donc on n'est pas là pour faire de la volumétrie. Et Madeleine Finance a été créée il y a 3 ans pour accompagner les dirigeants des entreprises que nous assurons sur l'ensemble de leurs problématiques personnelles, patrimoniales au sens large. L'idée était de se dire, d'un côté, on protège l'entreprise avec CETRI et Madeleine Assurance. De l'autre côté, avec Madeleine Finance, on va aider à protéger patrimonialement le dirigeant des entreprises que nous assurons. Et puis, nous avons également des clientèles, on va dire, patrimoniales plus traditionnelles, anciens chefs d'entreprise ou cadres dirigeants. Mais notre cœur de business, c'est vraiment les chefs d'entreprise. Et véritablement, on les accompagne sur l'ensemble de leurs problématiques qui souvent ne sont même pas traitées toutes dans les banques dites de gestion de fortune, puisqu'on intègre véritablement toute la dimension assurantielle à vocation patrimoniale. Donc, c'est pour ça qu'on traite aussi bien des sujets de retraite pour aider le dirigeant à anticiper sa sortie pour optimiser son niveau de rémunération, tous les sujets de prévoyance, que ce soit la prévoyance familiale, la prévoyance professionnelle du dirigeant, que ce soit de la prévoyance croisée entre associés pour pouvoir racheter les parts en cas de prédécès d'un des associés, et puis toutes les réflexions autour de la cession, de la transmission, qu'elle soit à titre onéreux ou gratuit. Et pour cela, on s'est en cours d'experts extérieurs et indépendants dont fait partie Maître Pierre Senac. Et puis, on les aide à réfléchir sur des solutions de refinancement, notamment immobilier. Et puis, le moment venu, s'ils estiment que tout au long de ces années, on les a à la fois bien protégés sur leurs actifs professionnels et bien conseillés sur la partie personnelle, s'ils font du cash out, s'ils vendent intégralement leur entreprise, on peut les accompagner dans une réflexion de stratégie d'investissement des capitaux dont ils vont disposer, avec évidemment la force d'une structure indépendante, puisque l'avantage, c'est qu'on peut travailler avec n'importe quel acteur du marché, que ce soit des sociétés de gestion, des sociétés de fonds immobiliers, que ce soit des compagnies d'assurance. On a la liberté d'aller choisir la solution qui convient mieux à nos clients. Et tout ça, évidemment, dans un souci aussi d'améliorer la pression fiscale de nos clients avant la sortie et au moment de la sortie et après la sortie. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire un thème de webinaire autour de la protection et de la transmission du patrimoine du dirigeant. Alors, comme dans ces cas-là, l'auditoire est parfois hétérogène, il y a des gens qui peuvent être proches de la transmission à titre gratuit, donc familial, donc qui vont être plutôt dans un parcours de cession. Et puis, ce qui concerne à peu près tout le monde, c'est bien protéger et l'entreprise et le dirigeant dans une phase où il peut être en situation de ne plus pouvoir exercer le pouvoir sans pour autant être décédé. Et donc là, il y a un certain nombre de mesures qui sont à
à mettre en place. Et voilà l'éclairage que va nous apporter Pierre aujourd'hui au cours de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser comme on n'est pas très nombreux en présentiel, n'hésitez pas éventuellement à poser des questions sur des thématiques qui sont plus proches de votre situation personnelle. Et voilà, et donc je reprends peut-être la balle au bon et je suis ravi d'être parmi vous pour aborder ce beau et vaste sujet qui est la transmission d'entreprise. Évidemment, le but de cette intervention n'est pas d'aborder la chose avec exhaustivité, mais surtout avec le maximum avec un aspect le plus pratique possible. On va se mettre un peu dans la peau d'un dirigeant d'entreprise qui va créer son entreprise, qui va la développer et puis qui peut-être à l'occasion de certains événements sur le capital sera en situation de générer des événements de liquidité. Et peut-être qu'à un moment donné, il vendra totalement cette entreprise ou peut-être la donnera-t-il à l'un ou à l'autre de ses enfants repreneurs. En fait, l'idée, c'est de suivre un peu le parcours en fait, patrimonial du dirigeant d'entreprise et voir les principaux enjeux, en fait, notamment fiscaux, mais pas seulement, également enfin, d'un point de vue civil et financier, voir les différentes questions qui pourraient jalonner son parcours d'entrepreneur, notamment au regard de ces aspects civils, financiers et fiscaux, et voir les principaux sujets et les principaux enjeux en la matière, sachant que le maître mot, et c'est un peu pour reprendre le propos de Jean-François, le maître mot, vous allez le voir, c'est l'anticipation. Puisque, quel que soit le sujet qu'on va aborder, on va s'apercevoir que c'est anticiper ces questions-là qui est de nature à nous permettre de les envisager avec le plus de sérénité et parfois nous permettre de l'envisager dans un contexte le plus optimisé possible. Bien que ce mot soit aujourd'hui un peu banni. Je te coupe une seconde, c'est un tout petit peu sourd le son. Je ne sais pas si tu es en train de rapprocher de ton micro. Ça sera... Alors, je vais même rapprocher le micro pour être sûr que. Est-ce que vous m'entendez mieux? Un peu mieux, oui, tout à fait. Un peu mieux. Suffisamment ou Tout le monde, oui. Enfin, moi, j'entends un peu mieux, c'est un peu moins sourd. Et peut-être juste en préambule, peut-être rappeler quelle est ta spécialité? Pourquoi tu as cette expertise Exactement. En fait, comme l'énonçait Jean-François, en fait, je suis d'abord notaire à Paris et subsidiairement très spécialisé sur les questions d'accompagnement des dirigeants d'entreprise dans ces aspects patrimoniaux. En fait, nous avons fait le choix d'une spécialisation auprès et d'accompagnement, en fait, on va dire notarial, de dirigeants d'entreprise, ce qui nous a amené en fait à voir ces dirigeants tout au long de leur vie professionnelle et donc d'avoir une certaine forme d'expertise sur cet accompagnement et comment dire et participer à ces réflexions patrimoniales, comme je l'évoquais, tant d'un point de vue civil, financier que fiscal. Voilà, ce qui me permet d'avoir une vraie pratique de la matière et d'avoir le plaisir de l'enseigner et d'enseigner cette matière, comme on le disait, à Dauphine. Voilà. Et donc, si vous le voulez bien, pour entrer directement dans le vif du sujet, l'idée est de présenter en fait plusieurs étapes de la vie d'entreprise. La première, et de son dirigeant surtout. La première, c'est la protection d'entreprise. En fait, il nous faut commencer par ça, et ça concerne tout dirigeant, parce qu'il relève probablement de la responsabilité d'un dirigeant de faire en sorte qu'au cas où ce dernier est confronté à une situation de vulnérabilité, ou s'il décède accidentellement, voire si, par les hasards de la vie, il divorce, si tous ces événements personnels, en fait, surviennent alors qu'il est à la tête de l'entreprise, qu'il la contrôle, ces événements peuvent être une catastrophe pour l'entreprise. Je donne un exemple tout bête. J'ai un dirigeant qui contrôle son entreprise, qui est le mandataire social. Il est malheureusement victime d'un accident ou, comme on a pu le vivre récemment, d'une maladie grave qui l'empêche de manifester sa volonté, qui l'empêche
qui le contraint parce qu'il est dans une situation de vulnérabilité. Je le rappelle, il est mandataire social et il contrôle son entreprise. Il a peut-être 100, 200, 500 collaborateurs. Tout dépend de sa seule signature. Simplement, il ne peut plus exprimer sa volonté. Qu'est-ce qui se passe? Il doit être mis sous un régime légal de protection. Qu'est-ce qui se passe en pratique? Pendant 6 mois, on ne peut rien faire. On ne peut pas réunir une nouvelle assemblée générale. On ne peut pas désigner un nouveau mandataire social. On doit attendre qu'un juge mette cette personne vulnérable sous un régime légal de protection. Et au milieu de ça, il y a une entreprise. Est-ce que son conjoint est compétent pour reprendre cette entreprise? Est-ce que ses enfants sont compétents? Peut-être pas. En tout cas, c'est le juge qui jugera. Et donc, après 6 mois, peut-être 1 an, durée pendant laquelle il ne peut rien se passer, le juge va nommer parmi l'entourage de la personne vulnérable, ou s'il estime que cet entourage n'est pas suffisamment compétent ou disponible, il va désigner un administrateur provisoire, un administrateur judiciaire pour gérer l'entreprise familiale. C'est la mort programmée de l'entreprise. Et il relève de la responsabilité de tout dirigeant, qui a des partenaires, qui a des clients, qui a des collaborateurs, d'assurer la pérennité de l'entreprise malgré un accident de la vie qui peut bien évidemment arriver à tout le monde. Et pour ce faire, avant même de penser à la transmission à titre gratuit ou à la vente de l'entreprise, il faut d'abord se pencher sur les conditions de protection de l'entreprise et de son patrimoine et de sa famille, dans l'hypothèse où il serait le victime d'un de ces risques de la vie. Et d'ailleurs, bien souvent, quand bien même on vient me voir avec un projet de transmission à titre gratuit ou avec un projet de cession de tout ou partie de l'entreprise, on s'aperçoit que ces opérations de transmission s'inscrivent toujours dans la durée. Pour bien transmettre une entreprise à un enfant repreneur, il faut le mettre en situation de reprendre cette entreprise. Il faut modifier la gouvernance. Il faut, comme on va le voir, mettre en situation l'entreprise de se prévaloir de régimes fiscaux de faveur qui permettent de limiter le coût de la transmission. Il faut discuter avec les enfants non repreneurs pour savoir comment on va les désintéresser. Tout ça prend du temps. De la même façon, pour vendre une entreprise, il faut la dépersonnaliser, il faut la restructurer, il faut trouver les personnes qui seront en situation d'assurer sa représentation demain. Et ça prend du temps. Ça prend toujours du temps. Et même la transmission d'entreprise, il est très rare que je vois un dirigeant qui, tout d'un coup, vient me voir pour vendre 100% de son capital. La plupart du temps, on voit des entrées de fonds d'investissement, des créations de ManCo, des LBO primaires, secondaires, tertiaires. L'entreprise se vend alors par le biais d'un saucissonnage pour que le repreneur puisse prendre connaissance de l'entreprise pour assurer de façon la plus sereine la prise de pouvoir et la continuation de l'activité qui aura été développée par son associé fondateur. Tout ça prend du temps. Et pendant cette période pendant laquelle je vais travailler sur la transmission à titre gratuit ou la cession à titre onéreux, pendant toute cette période, eh bien, je suis tout autant victime de la précarité de son dirigeant. Et donc, on doit prendre des mesures de protection pour envisager le plus sereinement possible la pérennité de cette entreprise si pendant le temps de la préparation de la transmission ou de la cession, eh bien, je suis victime ou le dirigeant est victime d'une situation de crise personnelle. C'est la raison pour laquelle nous envisagerons, si vous êtes d'accord, préalablement les conditions de protection de l'entreprise avant d'aborder plus directement le contexte dans lequel nous pouvons envisager la donation d'entreprise, la transmission à titre gratuit et ensuite la transmission à titre onéreux. Dans un premier temps, la protection d'entreprise. En fait, c'est un sujet qui est un peu complexe. En fait, qui est complexe parce que le dirigeant, à chaque fois qu'il va se tourner vers quelqu'un, on va lui offrir une nouvelle proposition. Si le dirigeant a pour conseil privilégié son
son banquier, son family office, son conseiller en gestion de patrimoine ou son assureur, ce dernier parlera probablement d'une protection financière. Alors, on va parler aux dirigeants d'assurance décès, d'assurance homme clé, d'assurance vie parfois. Ensuite, il va se tourner vers son avocat fiscaliste. Et là, on va lui parler peut-être de holding, de pacte d'actionnaires, de pacte statutaire pour anticiper les risques qui peuvent peser sur l'entreprise. Ils vont se tourner parfois, plus rarement, vers leur notaire. Et là, le notaire, il va parler de testament, de mandat, de contrat de mariage. Et puis, tout le monde va parler un peu du volet fiscal, de pacte du trade. Peut-être, on va le voir, mais il n'y a pas forcément un des professionnels qui va rentrer dans le moteur pour être sûr que ça puisse s'appliquer. Grosso modo, le dirigeant, il a autant de types de conseils en la matière que de conseils. Et donc, la plupart du temps, en conséquence de ça, il ne fait rien. Ou il le fait de façon parcellaire. L'idée dans mon propos, c'est pas de dire qu'il y a mieux ou moins bien. En fait, chacun des conseils va avoir sa propre vision, son propre prisme. L'idée en la matière, et c'est notre expérience notamment avec Jean-François, c'est que le dirigeant nous dit, bon ben, dites-moi ce qu'il faudrait que je fasse pour protéger mon entreprise en cas d'incapacité ou de décès. Réunissez-vous, vous tous professionnels, et revenez-moi avec une solution qui combine vos expertises respectives. Le dirigeant n'a pas le temps, il a très peu de bande passante. C'est un sujet qui est important, mais qui ne le motive pas particulièrement. On est en train de parler de sa situation d'incapacité ou de décès. Ce n'est pas un sujet qui le passionne. Il a parfois parfaitement conscience, et la plupart du temps d'ailleurs, des enjeux qui président à la mise en œuvre de ces mesures de protection, mais il n'a pas forcément le temps de réfléchir aux conditions de cette protection. Et donc, c'est au conseil d'accompagner cette réflexion. Et c'est un peu mon ambition en version très, aujourd'hui, en version très ramassée, mais pour voir à peu près les outils et comment on peut les combiner. L'idée, c'est qu'il y a la fiscalité, l'aspect civil, l'aspect financier, tout ça ne s'oppose pas. Il faut juste les combiner. Et donc, c'est notre ambition au titre de la présentation sur la protection de l'entreprise, en abordant tous ces volets. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, on a une première idée. Un des problèmes en cas de décès du dirigeant, c'est que lorsqu'il est marié, il a des enfants. Dans l'hypothèse de son décès, le conjoint, la plupart du temps, se voit attribuer de l'usufruit, le droit à jouissance, le droit aux dividendes, et les enfants se partagent la nue propriété. Ça, ce sont les règles légales de dévolution. Ou, à défaut de quoi, le conjoint se retrouve avec des droits indivis sur le patrimoine du défunt en concurrence avec les enfants. Donc, soit on se retrouve en situation de démembrement de propriété, soit d'indivision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conjoint et les enfants doivent tous se mettre d'accord pour gérer l'entreprise. Ils doivent tous se mettre d'accord, mais quasiment à l'unanimité, puisqu'ils sont tous en indivision et en démembrement de propriété. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, ça bloque. Et c'est un administrateur judiciaire qui va se substituer à cette indivision. Si le conjoint survivant et les enfants ne sont pas d'accord, et il n'y a pas de raison évidente qu'ils se mettent d'accord, puisque l'usufruitier, lui, a un intérêt à distribuer un maximum de dividendes, et le nu propriétaire a un intérêt exactement opposé. Il a un intérêt à capitaliser un maximum de création de richesse, puisque c'est ce dont il va profiter au jour du décès de l'usufruitier. Donc, on a à la tête de l'entreprise des intérêts potentiellement exactement contradictoires. Parce qu'il y a un éclatement des prérogatives politiques et financières sur l'entreprise. Et dès qu'il y a des accords, c'est le juge qui tranche. Pour une entreprise, il n'y a rien de pire que cette situation. Notre ambition est alors de limiter le nombre d'interlocuteurs et de désigner les interlocuteurs les plus disponibles et compétents pour assurer dans ce moment de crise où l'associé fondateur
celui qui est l'âme de l'entreprise vient de disparaître, ce n'est pas le moment d'avoir des projets différents, des objectifs différents, source évidente de tensions, voire de litiges familiaux. Donc, notre responsabilité, c'est de trouver un décideur ou un collège de décideurs compétents, disponibles, qui devra gérer l'entreprise dans l'hypothèse où ce risque est avéré et écarter l'intervention, autant que faire se peut en tout cas, des juges. Non pas que j'ai de la défiance à l'égard des juges, j'ai de la défiance à l'égard du temps judiciaire qui n'est pas du tout adapté au temps de l'entreprise et à une certaine forme, mais logique, d'incompétence d'un juge quant à la définition des conditions de gestion d'une entreprise dans un secteur d'activité que par définition, ou en tout cas par présomption, qu'on peut imaginer être assez éloigné des préoccupations quotidiennes d'un juge. Donc l'idée, c'est de déjudicialiser la gestion et d'éviter le contentieux. Et comment on peut faire? On a plein de moyens pour ça. On a le moyen, par exemple, tout bête, du régime matrimonial. Pourquoi? Parce que quand on est dirigeant d'entreprise, quand on a des enfants, on est marié, on a des enfants communs, certains dirigeants disent, OK, moi ce que je vais faire, c'est que s'il m'arrive quelque chose, je veux que ce soit mon conjoint qui décide de tout. Parce que j'ai confiance en mon conjoint, parce que je peux témoigner à son égard, en fait, je peux présumer sa compétence ou parce qu'il travaille avec moi. Eh bien, je peux dire dans un contrat de mariage, si je décède, je veux que mon entreprise, elle n'aille pas à mon conjoint et mes enfants. Je veux qu'elle n'aille qu'à mon conjoint. C'est une forme de protection d'entreprise, puisque alors le conjoint récupère l'entreprise, il n'y a pas de démembrement de propriété, il n'y a pas d'indivision, le conjoint récupère l'entreprise, il est seul maître à bord. Et donc, il peut organiser sereinement, sans avoir de compte à rendre à personne, les conditions de transmission à titre gratuit de l'entreprise aux enfants ou l'organisation du processus de vente. Mais je ne suis pas dépendant d'un désaccord d'un enfant sur l'une ou l'autre de ces hypothèses. C'est un moyen de protéger l'entreprise. Il y en a d'autres. Par testament, le dirigeant pourrait dire « j'ai une entreprise et d'autres actifs ». Je pourrais dire, par exemple, je vais diriger mon entreprise, je vais léguer mon entreprise à l'un ou à l'autre de mes héritiers que j'estime le plus compétent pour assurer la reprise de l'entreprise et sa gestion. Ça ne veut pas dire déshériter les autres enfants. Ça veut dire que je prends l'entreprise et je dis, je vais t'attribuer préférentiellement sur tes droits successoraux l'entreprise. Par exemple, j'ai deux enfants, j'attribue l'entreprise à l'un de mes enfants et je dis, pour ce qui, si la valeur de l'entreprise excède la moitié de la succession, tu devras alors une soulte à ton frère ou à ta sœur. C'est-à-dire que tu devras les désintéresser. Je ne l'avantage pas, mais j'évite en fait que l'entreprise soit détenue à 50-50 entre les enfants. Si l'entreprise est détenue à 50-50, ils ne s'entendent pas, tout est bloqué. Donc dans ces cas-là, je vais attribuer au moins le contrôle de l'entreprise à l'un ou à l'autre de mes enfants que je vais estimer plus compétent. Ça s'appelle une attribution préférentielle. C'est un moyen. D'autre part… Oui, Pierre, en plus, les problèmes-là sont accentués, comme on a de plus en plus fréquemment le cas, quand on a des enfants de deux lits, puisqu'il y a beaucoup de situations de remariage avec des enfants qui n'ont pas de lien direct, si ce n'est d'avoir le même père ou la même maman. Donc, et là, on accentue encore la problématique et les risques de tension et d'éclatement. Ah oui, parce que là, je suis dans une situation qui est encore où je ne peux qu'anticiper de façon plus marquée la tension entre les désaccords quant aux conditions de gestion de l'entreprise familiale et donc les risques de blocage. Donc, en effet, plus la situation familiale est compliquée, plus mon propos prend son sens. Et là où j'essaye simplement de dire, parce que je vois beaucoup de dirigeants qui me disent « mais non, mais moi, tout le monde va s'entendre »,
j'ai l'expérience de par mon métier des successions et je ne peux plus présumer, en effet, ce qui ferait preuve de ma part d'une certaine forme de naïveté, surtout quand il y a des enjeux patrimoniaux importants et des décisions qui sont engageantes à prendre. Je ne peux qu'anticiper les sources de tension et de litige. Enfin, mon expérience m'amène toujours à considérer que même une famille très unie, qui se retrouve à devoir prendre des décisions très rapidement pour définir le sort d'une entreprise, les enfants se construisent presque par opposition les uns par rapport aux autres. Ils n'ont pas le même degré d'aversion au risque, ils n'ont pas les mêmes projections personnelles, familiales, professionnelles ou patrimoniales. Et donc, en fait, je ne peux qu'anticiper ces sources de tension. Donc, encore une fois, mon objectif, c'est limiter le nombre d'interlocuteurs. Donc, je vous ai parlé du changement de régime matrimonial. On pourrait parler du testament, ou on pourrait parler d'un système qui est plus récent, qui est assez efficace, qu'on utilise assez abondamment aujourd'hui, c'est la technique des mandats. Et au cas particulier du décès, je mets en avant notamment ce qu'on appelle le mandat effet posthume. Le truc est tout bête. C'est je décède, mon conjoint est mon héritier, ou pas, mais j'ai mes enfants qui sont mineurs peut-être, ou jeunes majeurs, compétents ou incompétents, disponibles ou indisponibles, enfin peu importe. Ce que je dis, c'est qu'au cas de mon décès, moi dirigeant, mon entreprise, elle va se répartir entre tous mes proches. Par contre, je vais les priver du droit de gérer cette entreprise pendant 5 ans. Pendant les 5 ans qui suivent mon décès, je vais les priver du droit de gérer l'entreprise et je vais désigner une personne de confiance. Une ou des personnes de confiance. C'est-à-dire que j'ai le droit, moi, dirigeant d'entreprise, de désigner ces personnes de confiance qui vont donc agir au nom et pour le compte des héritiers pendant 5 ans pour assurer la gestion la plus sereine de l'entreprise. Avec un cahier des charges, je vais dire à mes mandataires qui sont membres de ma famille ou pas, mais qui connaissent bien le monde de l'entreprise, qui connaissent bien ses enjeux, je vais leur donner un cahier des charges pour leur définir les conditions de gestion de mon entreprise au cas où je serai victime d'un décès accidentel. Ça s'appelle un mandat à effet posthume. Ça dure 5 ans, mais ça peut se renouveler. Si tous les 5 ans, on constate que les mandataires ne sont pas suffisamment compétents ou disponibles pour reprendre le contrôle, il est possible de renouveler le mandat donné à ces personnes de confiance. C'est extrêmement précieux. Ils n'ont pas besoin d'être actionnaires. Et ils n'ont pas besoin d'être actionnaires. Et donc, souvent, j'ai un représentant, je prévois des collèges de mandataires avec un représentant de l'intérêt familial, un représentant de l'entreprise, un troisième qui va avoir un ami de la famille qui est entrepreneur par ailleurs, en fait, qui va connaître la famille et qui connaît un peu l'entreprise. Et pour les décisions les plus importantes, ça sera la majorité des 2 tiers. C'est évidemment dans l'intérêt des héritiers. Et ça évite aux héritiers d'avoir à se poser la question et de prendre la responsabilité de gérer une entreprise alors même qu'ils ne sont pas disponibles ou compétents pour ce faire. Ce mandat effet posthume existe exactement dans les mêmes termes en matière d'incapacité. Ça veut dire que tout dirigeant a le droit de désigner ces personnes de confiance en disant « Je suis victime d'une situation de vulnérabilité, temporaire ou définitive, et je vais désigner des personnes de confiance pour me représenter en cas d'incapacité. » Il n'y a pas d'intervention judiciaire. Le pouvoir, il est tout de suite transmis dès qu'un médecin constate l'incapacité. Il n'y a pas de délai judiciaire. Il n'y a pas d'aléa quant au choix des mandataires. J'ai tout de suite mes successeurs qui reprennent la barre, qui sont compétents parce que je les ai choisis et qui, le cas échéant, ont une feuille de route pour définir les conditions de pérennisation de l'activité malgré l'indisponibilité d'une personne clé pour cette entreprise. Et la pandémie a été un bon exemple parce que nous, on a eu un cas de figure, un client qui s'est retrouvé plongé dans le coma pendant plusieurs semaines. Et heureusement, il s'en est sorti, mais il a pris conscience que pendant ce temps-là, son entreprise n'était, entre guillemets,
tu gérais. Il y avait évidemment des cadres dirigeants, mais il n'y avait plus le pilote dans l'avion pour maintenir le cap, surtout dans une période économique. Il y avait quand même un certain nombre de mesures à mettre en place. Et c'est en fait ces mandats, voire ce testament, vous voyez, c'est des choses, souvent on fait un testament, on a un mandat d'effet posthume, un mandat de protection future, et juste ça, là, en fait, c'est assez simple. Pour la plupart, là, pour le coup, ce sont des actes plutôt notariés, en tout cas pour le mandat effet posthume, et la plupart du temps pour le mandat de protection future. Le testament, c'est souvent le notaire qui va le préparer, mais ce sont des actes qui sont totalement réversibles. C'est-à-dire, j'ai fait ça, j'ai désigné ces personnes de confiance, j'espère évidemment que ça ne m'arrivera jamais. Si ces personnes de confiance changent, ben, je déchire les papiers, c'est révocable à tout moment. C'est totalement adaptable. Mais si je ne l'ai pas fait, ben, c'est le pouvoir judiciaire ou ma confiance quant à la capacité de ma famille à s'entendre sur la gestion, à qui je laisse. Voilà. Et ça, c'est totalement aléatoire. Donc, l'idée, c'est de responsabiliser les dirigeants d'entreprise à ce titre-là, parce qu'a priori, on est tous faillibles. Mais ce ne sont pas les seules solutions. Ce n'est pas parce qu'on a ces solutions-là qu'il ne faut pas regarder d'autres possibilités, avec ses avantages et avec ses inconvénients. Et notamment, autre possibilité pour assurer la pérennité de cette entreprise, eh bien, il y a ce qu'on appelle les enjeux, on va dire, statutaires et extrastatutaires. C'est-à-dire qu'au sein des statuts des sociétés, que ce soit la société opérationnelle ou la société holding qui va chapeauter mon groupe, eh bien, je peux prévoir un certain nombre de dispositions dans les statuts qui vont me permettre d'atteindre des objectifs un peu comparables à ceux que je viens de vous évoquer. C'est par exemple tout bête, dans une SAS, on a le droit de désigner un président successif. Je suis président, je contrôle ma boîte et je prévois dans mes statuts que dans l'hypothèse où je suis incapable ou empêché, ou si je décède, je vais désigner mon successeur. Comme ça, il n'y a pas de temps de latence. Aussitôt qu'il y a, de la même façon qu'un mandat, aussitôt qu'il y a une attestation d'un médecin qui me déclare comme dans l'incapacité de manifester ma volonté, mon mandataire successif, mon président successif va prendre les pouvoirs, il va pouvoir signer les chèques pour payer les salaires et continuer les opérations en cours. C'est une possibilité. Pourquoi on le fait aujourd'hui un peu moins que des mandats? C'est parce que le président successif, le problème, c'est que c'est dans les statuts. La plupart du temps, c'est dans les statuts. Et les statuts sont publics. Et il n'est pas toujours très facile pour le dirigeant d'assumer la personne qu'il aura désignée pour lui succéder. En tout cas, ce n'est pas toujours très facile pour lui. Le mandat à effet posthume ou le mandat de protection future est parfaitement confidentiel. Ça, c'est souvent dans les statuts. Et comme c'est dans les statuts, ça m'oblige à communiquer sur mon successeur. Et en plus, pour modifier cette précaution statutaire, eh bien, il faut que je réunisse une assemblée générale. Il faut que j'en discute avec mes minoritaires. Et donc, dans les mandats à effet posthume et le mandat de protection future, on n'a pas besoin de communiquer. Donc, c'est un choix, mais c'est aussi une possibilité. Parce que dans certaines entreprises, le fait de communiquer sur la désignation d'un mandataire successif, ben, c'est aussi de nature à rassurer des actionnaires, des partenaires, des collaborateurs pour montrer qu'il y aura toujours une continuité dans la gestion de cette entreprise et qu'elle ne subira pas la précarité évidente de son représentant. Ou de la même façon, je vous ai dit tout à l'heure qu'en cas de décès, on peut avoir un conjoint usufruitier et des enfants du propriétaire. Et là, grosso modo, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que tout le monde a droit au chapitre dans cette hypothèse. Il est possible, dans les statuts d'une société, de dire en cas de démembrement de propriété, le seul qui a le droit de vote, c'est l'usufruitier. Par exemple, le seul qui a le droit de vote. Ça veut dire que les enfants sont bien du propriétaire, mais ils n'ont pas le droit de vote. Donc, on ne leur demande pas leur avis. Et donc, c'est un moyen, en fait, de faire remonter le pouvoir entre les mains de l'usufruitier, c'est-à-dire du conjoint survivant. C'est un moyen, en fait, d'éviter cet éclatement des prérogatives politiques et financières. Ou par ailleurs, je peux mettre dans les statuts ce qu'on appelle une clause d'agrément. C'est-à-dire, je mets dans les statuts que seuls ceux qui ont la qualité d'associés, en fait, en cas de décès, peuvent racheter les actions
à ceux qui n'ont pas encore la qualité d'associé. Ça me permet en fait de flécher, comme l'attribution préférentielle dans un testament, de flécher le transfert des actions composant le capital vers ceux des actionnaires que le dirigeant aura préalablement choisis. Ou on prévoit parfois des clauses d'inaliénabilité. On va le voir, notamment pour le titre de la protection fiscale de l'entreprise, on a un avantage fiscal considérable en matière de transmission au titre de ce qu'on appelle le dispositif Dutreil. Le dispositif Dutreil permet de diviser presque par 10 le coût de transmission d'entreprise en matière de droit de succession. Par 10. Mais pour ce faire, il faut s'engager à conserver les titres pendant au moins 4 à 6 ans. Il est possible dans les statuts d'interdire aux enfants ou aux héritiers de vendre les titres pour imposer aux enfants le bénéfice de ce régime fiscal de faveur. Et dans les statuts, on pourra prévoir alors une clause d'inaliénabilité pour forcer la stabilité du capital dans une période extrêmement tempétueuse, puisque l'homme clé a disparu. Donc, de la stabilité, la gestion d'un mandataire qui va assurer la pérennité et la continuité de l'entreprise, plus un cadre fiscal optimisé, on voit que tout peut se combiner. Les différents aspects de la protection ne s'opposent pas, elles se combinent. Et notamment au titre des statuts ou des pactes d'actionnaires qui pourraient accompagner cette pérennité et accompagner cette gestion la plus apaisée possible de cette entreprise. Alors là, je ne rentre pas dans le détail, mais on a de nombreux outils à notre disposition pour adapter parfaitement les règles de gouvernance à la situation familiale. Et donc, on a évidemment l'enjeu des holdings familiales qui peut participer à l'organisation de cette gouvernance. On a vu du coup une protection, on va dire, civile, familiale, avec le régime matrimonial, le testament, les mandats. Ensuite, on voit une protection plus sociétaire, basée sur le droit des sociétés, les statuts et les pactes d'actionnaires ou les holdings. D'autre part, on doit envisager une protection financière parce qu'au décès, on est confronté à plusieurs problèmes. Je peux en citer 3 d'un point de vue purement financier, qui fait que si on n'envisage pas les choses sur ces aspects-là, tout ce qu'on aura fait d'un point de vue civil ou sociétaire ne servira à rien. Si au décès, je dois payer 45% de droits de succession, ça ne sert à rien de faire tout ça, la boîte, je vais être obligé de la vendre. Si au moment du décès, j'ai besoin d'argent pour financer le train de vie de la famille, eh bien, je n'aurai pas d'autre choix que de vendre l'entreprise, parfois précipitément, pour répondre aux engagements financiers de toute la famille. De la même façon, si j'ai fait tout ça et que l'entreprise, par la disparition de l'homme clé, voit son chiffre d'affaires s'effondrer, alors même que je suis en situation de devoir restructurer l'entreprise, eh bien l'entreprise, ça ne sert à rien d'avoir fait tout ça, elle va collapser. On va se trouver face à un mur. Donc, on a un enjeu financier. Il nous faut trouver de l'argent pour payer les droits de succession, pour financer le train de vie de la famille, pour désintéresser les enfants repreneurs et pour assurer financièrement une stabilité de l'entreprise pour la restructurer. Ça, c'est les sujets sur lesquels on intervient beaucoup pour nos clients. Exactement. Entreprise, parce qu'évidemment, chaque entreprise envisage rarement sa disparition ou son incapacité temporaire ou définitive. Donc, on intègre quasiment d'office dans les polices d'assurance qu'on met en place pour un groupe. On met quasiment automatiquement une assurance clé pour le dirigeant et pour d'autres cadres dirigeants qui sont jugés comme étant clés pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Ce sont des choses qui malheureusement sont négligées dans les plus petites structures qui pourtant n'auraient le plus
souvent dans les grands groupes, où pourtant on peut estimer que les dirigeants sont plus substituables, mais en tout cas, il y a une population de dirigeants potentiels qui peuvent remplacer celui qui est en incapacité ou qui est décédé. Donc, c'est vrai que l'assurance homme clé, à mon avis, c'est quasiment indispensable pour tout chef d'entreprise. D'une part, parce que l'assurance homme clé, elle est là pour protéger l'entreprise, hein, parce que c'est l'entreprise qui touchera l'indemnité assurantielle, ce n'est pas le dirigeant de son personnel. Il y a l'autre volet qui est souvent aussi assez négligé par le dirigeant et même par des cadres dirigeants, non actionnaires. C'est toute la protection avec les contrats de prévoyance, alors soit groupe, si le dirigeant est salarié, soit de la prévoyance individuelle, si il a un statut de travailleur non salarié. Mais dans 9 cas sur 10, quasiment, quand vous demandez à un dirigeant, vous savez à peu près ce qui se passe en cas de invalidité, incapacité ou décès, les capitaux qui vont être transmis à vos enfants, la rente éventuelle. Personne n'est capable de dire à quel niveau l'environnement familial et donc la protection du train de vie, voire le paiement d'une partie dans la succession, est couvert. Et souvent, ça a été mis en place il y a longtemps, ça n'a pas été revu. C'est plus au niveau, en tout cas, des besoins de protection de l'environnement immédiat du dirigeant. Et puis, il y a un sujet qui, là aussi, est assez peu traité. Là, on a parlé surtout d'entreprises avec un dirigeant seul aux commandes, et on peut estimer qu'il est quasiment seul associé ou presque. Mais on a des sociétés, notamment dans la nouvelle génération d'entreprises, où on a plusieurs associés. Et le problème est de gérer le cas de figure où on a un des associés qui notamment pas décède. Est-ce qu'on a envie de se retrouver avec les héritiers de l'associé prédécédé au conseil d'administration? Eux-mêmes n'en ont peut-être pas très envie. Et puis les associés qui restent, est-ce qu'ils ont envie de partager la réflexion, la stratégie, les décisions avec des ayants droit qui n'ont peut-être aucune connaissance du sujet? Et là, c'est pareil, il y a des solutions assurantielles qui permettent notamment de se protéger de façon croisée pour que le dirigeant survivant reçoive un capital d'essai si son associé décède, pour être en capacité de racheter aux ayants droit les parts en question et pouvoir sortir, désintéresser la famille et retrouver les pleins pouvoirs. Donc, les solutions assurantielles font partie véritablement de la protection du dirigeant de son entreprise. Et malheureusement, sont soit négligées, soit pas au niveau. Et donc, en fait, ça veut dire que, globalement, une fois qu'on a envisagé ça, ça veut dire qu'on a dit, on a désigné les personnes qui seraient susceptibles d'accompagner la gestion de l'entreprise pendant les premières années qui suivent ce risque réalisé, ce risque incapacité ou décès réalisé. On a assuré la continuité de l'exploitation. On a protégé sa famille. Il n'y a plus de salaire. Le dirigeant, il n'est plus là. Il n'y a plus de salaire. Donc, en fait, il faut bien, on a protégé la famille. On a permis peut-être, grâce à ces solutions financières, à l'un ou à l'autre des membres de la famille de racheter la participation de ceux qui ne voulaient pas conserver cette entreprise. On a protégé l'entreprise financièrement en lui apportant un capital qui lui permet de se restructurer. Et comme je le disais, il y a 4 items, il y a 4 aspects, et il y a un aspect fiscal. Et encore une fois, tout ça ne sert à rien si je dois payer 45% d'impôts. Ça ne sert à rien. Et c'est pourtant, pour les entreprises dont la valeur est la plus significative, évidemment, le taux marginal d'imposition de droits de succession. Donc, il nous faut maintenant nous pencher sur les aspects fiscaux. Et en matière de transmission à titre gratuit, nous pouvons bénéficier de 2 régimes fiscaux extrêmement favorables, mais qui nous obligent à l'anticipation. Extrêmement favorables. Je vous montre à ce titre-là, si je le trouve, l'exemple chiffré. Je donne un cas dans lequel j'ai une donation, mais j'aurais pu tout autant, dans le cas d'une donation,
de 10 millions d'euros, une participation de 10 millions d'euros donnée par un dirigeant à un de ses enfants. Si je ne bénéficie pas du régime Dutreil, ce régime fiscal de faveur sur la transmission d'entreprise, si je ne réponds pas aux conditions, je vais payer, comme vous le voyez, sur 10 millions d'euros, 42,2%. Mais je vous rappelle que pour avoir 42,2%, ce n'est pas la boîte qui paye, ce sont les héritiers. Donc avant d'avoir 42,2%, c'est-à-dire 4 millions d'euros, il faut que je procède à une distribution qui me permet d'avoir 4,2 millions d'euros net. Et quand je distribue, je peux être assujetti, bien évidemment, à la flat tax, à 34%. Donc, même les 42%, il faut les avoir à titre personnel, d'où notre propos tout à l'heure sur l'importance des assurances décès. Parce que la plupart du temps, les dirigeants n'ont pas dans leur patrimoine 4,2 millions d'euros net. Parce que l'essentiel des capitaux sont injectés dans l'entreprise pour assurer son développement. À l'inverse, si je peux bénéficier de ce régime fiscal de faveur et donc respecter à la lettre les conditions d'application de ce régime, je vais payer, comme vous le voyez, je peux bénéficier d'un abattement de 75% sur l'assiette de taxation qui se couple avec le démembrement de propriété parfois ou quand la donation intervient en pleine propriété avant les 70 ans du donateur, on peut bénéficier en plus d'une réduction d'impôt de 50%. Alors tout ça est bien compliqué, mais quand on voit le chiffre à la fin, on voit bien qu'on a divisé par 10 le coût de transmission. On est passé de 42% à 4,2%. Mais pour ce faire, il faut être sûr de pouvoir bénéficier de ce régime de faveur. Et quand vous voyez l'écart entre les droits de succession avec et sans ce régime Dutreil, vous pouvez imaginer que l'administration fiscale sera extrêmement exigeante quant à l'application des conditions d'application du régime. Parce que si on se prend les pieds dans le tapis, ils vont nous appeler, là, au cas particulier, 3 800 000 euros, sans compter les intérêts de retard, juste parce qu'on n'a pas respecté une condition d'application de ce régime. Or, je ne vais pas... C'est la France, hein, et c'est pour ça qu'on l'aime, mais les conditions d'application de ce régime, c'est à peu près, je ne simplifie pas, à peu près 400 pages de doctrine administrative et de jurisprudence. Et ça s'anticipe. Être sûr de respecter toutes les conditions d'application de ce régime, ça s'anticipe. Et ça se travaille. Et donc, en apparence, ces conditions sont toutes simples. Mais il y a 400 pages de commentaires. On va dire, pour simplifier, les 4 conditions. D'une part, il faut une activité qui développe, enfin, une entreprise qui développe une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole ou industrielle. Ou être chapeauté par une holding animatrice. Première des conditions. Deuxième condition, il y a des engagements de conservation. C'est-à-dire que pour bénéficier de ce régime de faveur, il faut que les héritiers, pour simplifier, conservent les titres pendant 6 ans et conservent cette activité commerciale prépondérante. Et enfin, il faut qu'un des membres de la famille exerce les fonctions de direction pendant 3 ans, pendant les 3 ans qui suivent la transmission. Donc, si on est en situation de conserver la participation du dirigeant pendant 6 ans, exercer les fonctions de direction et consacrer l'activité commerciale ou le rôle animateur de la holding de façon prépondérante, nous pourrons appliquer les 75% d'abattement. Ce qui nous permet, quand on bénéficie de ce régime de faveur, de considérer que la France est un paradis fiscal en matière de transmission d'entreprise et donc nous focaliser davantage sur les questions de gouvernance parce que l'enjeu fiscal, il existe, mais à 4% pour 10 millions d'euros transmis, il est encaissable. Ce d'autant plus qu'en matière de transmission d'entreprise, normalement, vous le savez certainement, les droits de succession, je dois les payer dans les 6 mois du décès. Mais en matière de transmission d'entreprise, je n'ai d'une part pas à payer 45%, mais 4,5% si je me prévaux du dispositif Dutreil,
mais je peux avoir en plus un délai de paiement et payer en 15 ans les droits de succession. Donc, les 4 ou 5% que je viens de vous évoquer, j'ai 15 ans pour les payer. Mais encore faut-il pouvoir bénéficier de ces régimes de faveur. Et là, l'organigramme de la société, la manière dont on a rédigé les statuts, les conditions de gestion de l'activité sociale peut avoir une incidence sur la capacité ou pas à bénéficier de ce régime de faveur. Il faut le bosser avant. Une fois que le décès intervient, c'est trop tard. Donc, ça fait partie du job. En même temps qu'on doit réfléchir sur le testament du dirigeant, les mandats, son régime matrimonial, les statuts de la société opérationnelle et de la holding, ces assurances sommes clés ou décès, eh bien, il faut travailler sur l'éligibilité à ces régimes fiscaux de faveur. Et tout ça, il faut qu'on le fasse tous ensemble avec tous les conseils. Aucun n'a la vérité. Mais le dirigeant, lui, n'a pas le temps d'aller voir un par un tous les conseils. Donc, la plupart du temps, il dit, et c'est comme ça qu'on voit, j'ai le dirigeant, il prend son notaire, son avocat, son banquier ou son assureur ou son family office et son expert comptable, il dit, voilà, moi, je suis dans cette situation familiale, j'ai tel objectif, au cas où il m'arriverait quelque chose, mettez-le en musique. Tous, coordonnez-vous pour mettre ça en musique. Et c'est d'ailleurs le rôle de Jean-François, bien souvent, et qui nous amène souvent à collaborer. Je suis un technicien, je ne suis pas un généraliste à proprement parler des enjeux patrimoniaux, financiers et fiscaux du dirigeant, mais à la baguette d'un family office, eh bien, on va intervenir aux côtés du dirigeant pour que chaque source de protection soit mise en avant et mise en œuvre de la façon la plus professionnelle et la mieux coordonnée possible avec tous les acteurs du patrimoine qui entourent ce dirigeant et sa famille et son entreprise. Un des écueils, en fait, je pense à un cas précis qu'on a rencontré ensemble, Pierre. Le client, c'était un chirurgien qui avait des cliniques, mais dans le cas présent, en fait, il avait vu un avocat fiscaliste qui lui avait donné un avis sur un prisme purement fiscal, sans voir à côté un certain nombre d'éléments civils liés à la transmission, le fonctionnement de la famille et tout un tas de choses. Et en fait, le risque aussi, c'est quand on consulte qu'une des pièces du conseil qui l'encourt sur un point particulier, le fiscaliste va regarder l'optimisation fiscale, mais sans forcément se préoccuper de toutes les conséquences qu'il peut y avoir en matière de gouvernance familiale. Donc, notre rôle, c'est essayer de faire discuter ensemble tous les conseils, que ce soit ceux qu'on peut proposer aux clients avec des personnes comme Pierre, et puis essayer de les faire discuter avec les conseils directs du chef d'entreprise pour que tout le monde s'accorde, d'une part, sur la stratégie, et puis que personne ne travaille tout seul dans son coin. L'idée, c'est d'arriver à une feuille de route où toutes les compétences se sont assemblées pour que les décisions qui vont être mises en place soient cohérentes. Si on prend des décisions fiscales qui n'ont aucune cohérence avec ce qu'on veut d'un point de vue civil, on n'arrivera jamais en fait à ce que le dirigeant souhaitait en fait. C'est que derrière l'entreprise continue à se développer, à bien fonctionner, mais pas que la famille éclate parce que les choses n'ont pas été prévues. Donc ça, c'est un élément important. Juste une précision, parce que effectivement, tu as bien rappelé qu'il y a quelques conditions très importantes à respecter pour bénéficier du pacte du trade, qui est évoqué les holdings animatrices, et c'est un sujet qu'on voit souvent, mais sur la notion de holding animatrice, il y a aussi de plus en plus de jurisprudence et de plus en plus d'attention portée par l'administration fiscale sur la réalité de l'animation de cette holding animatrice. On a pu écrire ensemble, on a holding animatrice, et on s'est aperçu hier en fait que rien dans son fonctionnement ne pouvait laisser supposer à quelqu'un
quelqu'un des services fiscaux que c'était vraiment une holding animatrice. Parce que ça doit être démontré qu'elle joue ce rôle de définition de la stratégie, que tout est piloté par cette holding. Donc, il y a là aussi pas mal de choses à mettre en place et à suivre de façon extrêmement régulière, que ce soit des comptes rendus, que ce soit des documents stratégiques, tout un tas de reporting. Et Pierre aussi mieux que vous encore. Et souvent, le dirigeant peut être pris en défaut parce qu'en fait, on va lui démontrer que il ne va pas bénéficier du… On va remettre en cause son pacte du trade parce que sa holding n'est en fait pas du tout animatrice au sens où l'administration l'entend. Pardonne-moi de t'avoir interrompu. Non, non, au contraire, en fait, et ça me permet de rebondir parce que, en fait, comme on le disait, c'est parfois assez compliqué en fait, de s'assurer, de sécuriser totalement le bénéfice de ce dispositif, alors même qu'on constate que c'est indispensable à assurer la protection fiscale de cette entreprise au cas d'application des droits de succession. Mais ce système, en fait, une fois qu'on a fait ce travail, la plupart du temps, on finit par s'interroger avec le dirigeant en se disant, mais ce dispositif, il n'est pas gravé dans le marbre. Divisé par 10 les droits de succession, on peut, compte tenu des échanges qu'il y a pu avoir entre les différents candidats à la présidentielle sur la fiscalité successorale, on voit bien qu'il y a des gouffres entre les positions des uns et des autres. Et ce dispositif n'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'on a mis tout en place un système pour qu'en cas de décès, ça s'applique. Mais peut-être que ça ne pourra pas s'appliquer parce que le dispositif aura d'ici là disparu. Et c'est pour ça que quand on a fini ce travail-là, parfois, dans la réflexion avec le dirigeant, on se pose la réflexion, est-ce que ce n'est pas le moment, maintenant qu'on est sûr que ça peut s'appliquer, parce qu'on a bien travaillé pour ce faire, est-ce que ce n'est pas le moment de donner pour acter immédiatement le bénéfice du régime de faveur? Parce que, en fait, le truc, c'est qu'on prépare la boîte et s'il y a décès, effectivement, et que le système de faveur existe toujours, alors les enfants pourront diviser par 10, au cas pas dans mon exemple, le poids de la fiscalité. Mais encore faut-il que ce système existe toujours. Le seul moyen de le sédimenter, le seul moyen de l'acter, c'est d'opérer effectivement la donation. Et donc, bien souvent, ça ouvre de nouvelles perspectives, si tant est que l'entreprise est prête, la famille et les enfants sont prêts, etc. Mais ça peut participer à l'ouverture de notre réflexion sur l'opportunité d'acter cette transmission, pas de tout. Il faut être attentif aux règles de gouvernance, comme on l'a dit en préambule, mais néanmoins, d'acter, de transmettre 10, 20, 30% en dessous de la minorité de blocage ou 49% pour garder un bloc de contrôle très stable entre les mains de l'autorité parentale. Mais c'est ce qui permet, quoi qu'il arrive, une fois que j'ai donné, quelle que soit la valeur future, à hauteur de ma donation, je sais qu'il n'y aura plus de fiscalité successorale. Et c'est donc, là encore, un mode de protection fiscale de l'entreprise en cas de décès, parce que tout ce que j'aurais donné, il n'y aura pas de fiscalité. Donc, même si je paye 45% parce que le système ne marche plus, si j'ai transmis 49%, eh bien, les 45 ne porteront plus que sur les 51%. C'est déjà une source de protection d'un point de vue fiscal et financier. Ça, c'est pour la transmission à titre gratuit. On a protégé l'entreprise, on a éventuellement organisé positivement, de façon anticipée, la transmission de cette entreprise, mais le dirigeant peut, par ailleurs, et c'est bien souvent le cas, envisager et favoriser une vente de l'entreprise. Donc, finalement, ces mesures de protection qu'on aura mis en place n'auront pas servi, puisqu'il est toujours à la tête de son entreprise. Il l'a accompagné, il avait pris ces mesures de protection, il avait peut-être transmis une partie, mais il n'en demeure pas moins, finalement, il décide de vendre. Et l'idée, c'est d'aborder rapidement la fiscalité de la vente. Il existe deux types d'impôts en matière de cession, de transmission à titre onéreux d'entreprise. Il y a deux impôts à payer. Il y en a un, on l'aborde quasiment pas. Ce sont les droits d'enregistrement. C'est l'acquéreur qui le paye, ce n'est pas le vendeur, c'est l'acquéreur qui le paye. Ce sont les droits d'enregistrement. Alors, quand on achète un bien immobilier, c'est ça la douloureuse.
parce qu'on est de droit d'enregistrement de l'ordre de 5 à 5,5%. Mais en matière d'acquisition d'entreprise, la fiscalité est quasiment inexistante. On est à 0,1%, ça c'est le taux de la cession d'actions cotées, ou non d'ailleurs. La seule chose que je voulais évoquer avec vous, c'est que ça s'applique aux cessions d'actions, pas aux cessions de parts sociales. Donc, quand on a une SARL, quand on a développé son activité au sein d'une SARL, là, pour le coup, la fiscalité, elle est un peu plus importante. Elle est de 3%. Ce qui m'amène à recommander, à chaque fois qu'il y a une cession d'entreprise et qu'on est face à une SARL, de la transformer en SAS ou de la transformer en SA, en société par action, pour diminuer le poids de la fiscalité attachée à cette acquisition. Cette transformation, elle est possible. Et la Cour de cassation nous a dit que ce n'est pas un abus de droit. Si on transforme une SARL juste avant la cession en SA ou en SAS, ce n'est pas un abus de droit. À la seule condition que l'acquéreur ne retransforme pas immédiatement, bien évidemment, la SA ou la SAS en SARL. Parce que là, l'administration fiscale pourrait alors considérer que cette transformation n'avait pour objectif que de limiter le poids des droits d'enregistrement. Mais bien souvent, la SAS aujourd'hui, parce que les statuts sont plus souples, plus adaptables, est privilégiée au SARL. Donc, en règle générale, ça ne pose pas de difficulté. Donc, c'est une fiscalité qui est relativement faible, et ce d'autant plus si on pense à cette transformation préalablement à la cession de la SARL en SAS quand on est confronté à cette situation. Ce n'est pas le poids de la fiscalité le plus contraignant. Ce qui est le plus contraignant, largement plus contraignant, c'est la fiscalité des plus-values. Alors, là, je vais essentiellement évoquer la fiscalité des plus-values du dirigeant, du particulier, de la personne physique. Donc, je suis à la tête de mon entreprise, je suis actionnaire de ma société opérationnelle, je vends mon entreprise. Je vais aborder ça essentiellement parce que là, il y a des enjeux patrimoniaux plus importants et parce que, par ailleurs, si je vends mon entreprise mais qui est logée sous une holding, donc j'ai une holding qui détient une participation dans la société opérationnelle. Là, si je détiens plus de 5% de ma société, depuis plus de 2 ans, là, je suis exonéré d'impôt de plus-value. Il n'y a pas d'enjeu. C'est un peu comme ma première observation en matière de droit d'enregistrement. Parce que quand j'ai logé ma participation sous une holding, je bénéficie d'une fiscalité favorable qui me fait payer de l'impôt que sur 12% de la plus-value latente. 12% de mon prix de cession, grosso modo. Et là-dessus, ça c'est mon assiette, je paye un impôt d'IS qui est aujourd'hui de 25%. Donc 25% de 12, ça fait 3%. Donc je vais payer 3% d'impôt. D'accord? 3% d'impôt. C'est ça mon impôt de plus-value quand j'ai une holding et quand ma holding vend une participation. Mais pourquoi je vous parle préférentiellement de cette plus-value de cession de valeur mobilière? C'est parce que quand un dirigeant vend par le bas, c'est-à-dire vend ces types de participation, il récupère 97% du prix de vente, certes, mais il n'est pas à lui le prix de vente, il est dans la holding. S'il veut l'appréhender, eh bien, il faut qu'il liquide la holding, s'il veut l'appréhender à titre personnel, et là, il va payer à nouveau l'impôt de plus-value des particuliers, la flat tax. Donc, c'est pourquoi je vais essentiellement aborder la plus-value sous l'angle de cette flat tax, aujourd'hui donc à 30%, 12,8 d'impôt sur le revenu et 17,2 de prélèvements sociaux. Et ça, c'est sans compter la contribution sur les hauts revenus, puisque vous le savez peut-être que lorsque l'on perçoit un profit, un revenu supérieur à 500 000 € pour un couple ou 1 million d'euros, on a un complément d'impôt de 3 à 4%. Donc, pour un couple, en fait, qui perçoit plus d'1 million d'euros sur une année fiscale, sur une année civile, eh bien, il va payer 4% de plus d'impôt. Donc, en fait, le taux marginal d'imposition est de 34%. Ça, c'est la fiscalité
des plus-values des particuliers en matière de cession de valeurs mobilières. Applicable soit pas pour un dirigeant qui vend son entreprise à titre personnel, soit un dirigeant qui a vendu son entreprise, qui a bloqué le prix de cession dans une holding et ensuite qui veut récupérer son cash, ses liquidités. Là, on est taxé à peu près à 34%. Sur quelle assiette? Sur la différence entre mon prix de vente et le prix d'entrée dans mon patrimoine. Le prix d'entrée dans mon patrimoine. C'est-à-dire, soit zéro quand j'ai créé ma boîte, la plupart du temps, enfin zéro ou les capitaux propres au moment de ma création, soit mon prix d'acquisition quand j'ai acheté la boîte, soit la valeur de donation quand j'ai reçu, ou de succession quand j'ai reçu par donation ou succession. Voilà. Ça, c'est l'assiette et le taux. Il y a 2-3 petits régimes de faveur, mais qui sont aujourd'hui beaucoup plus, comment dire, avec un périmètre très réduit. Pour un dirigeant qui part à la retraite concomitamment à la cession, on a un abattement de 500 000 € en plus sur l'assiette de taxation. Et pour les dirigeants qui ont créé leur entreprise, mais qui l'ont créée avant 2018, et qui détiennent cette entreprise depuis plus de 8 ans, eh bien, on a un taux d'imposition qui n'est pas de 34%, mais de l'ordre de 27%. Donc, le créateur d'entreprise et celui qui part à la retraite pourra bénéficier d'un taux réduit d'imposition pour l'un et d'un abattement de 500 000 € pour l'autre. Donc, il faut l'avoir à l'esprit, mais globalement, dans 9 cas sur 10, on va payer la flat tax. Parce que les conditions d'application de ces deux régimes fiscaux de faveur ne sont pas toujours très faciles à mettre en œuvre. Ce sont d'anciens régimes fiscaux de faveur et qui s'appliquent grosso modo, comme vous le voyez, depuis qu'aux actions détenues aujourd'hui depuis plus de 4 ans. Ça, c'est le principe de taxation. Mais il existe un moyen de limiter cette fiscalité, des stratégies. Pareil, comme d'habitude, si j'ai anticipé la cession, je vais pouvoir limiter la fiscalité par la mise en œuvre de ces stratégies. Alors, le mot stratégie, c'est comme le mot optimisation, ça devient complètement tabou. Mais néanmoins, ce sont des stratégies dont je peux parler assez facilement parce que qui ont été très, très contrôlées, très analysées par l'administration fiscale et par le législateur, et donc qui sont aujourd'hui très encadrées. On sait très bien ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, et qui peut susciter ou pas la critique de l'administration fiscale et du Trésor public. Ces deux stratégies qui permettent donc de limiter l'impact, c'est ce qu'on appelle l'apport-cession et la donation avant cession. Le truc est tout bête. C'est que, tout à l'heure, je vous ai dit que les 34%, on doit les payer quand le dirigeant appréhende le prix de cession. S'il le laisse dans le circuit économique, s'il réinvestit et s'il envisage de réinvestir dans le circuit économique, alors on va lui faire une faveur, on va lui dire tu ne vas pas payer tout de suite les 34. Tu les paieras quand tu appréhenderas à titre personnel ce cash ou quand tu voudras majoritairement le réinvestir dans des activités patrimoniales, privées, personnelles. Là, dans ces cas-là, tu vas payer. Par contre, si tu veux le mettre dans un SAS, dans le cadre d'un réinvestissement économique, je vais t'offrir un régime fiscal de faveur. Grosso modo, tu ne vas pas payer l'impôt. Pour ce faire, il faut apporter les titres dont on envisage la vente à court terme à une holding. Un instant de raison avant la vente, on va apporter les titres à une holding et cette holding, un instant de raison après l'apport, va vendre les titres qu'on viendra juste de lui apporter. Ça permet de purger l'impôt. Pas purger l'impôt, le reporter. Mais en contrepartie de quoi? Il faudra que plus de 60% du prix de vente des titres apportés soit réinvesti
dans les 2 ans de l'apport dans une activité, de la cession plus exactement, dans une activité économique. Et dans ces cas-là, si je réinvestis plus de 60% du prix de cession dans une activité économique, je ne vais pas payer l'impôt de plus-value à hauteur du montant réinvesti. C'est juste au passage, parce qu'on a le cas de clients parfois. Ça peut être aussi dans des activités éligibles, indirectes, c'est-à-dire par l'intermédiaire de certains fonds d'investissement qui eux-mêmes investissent dans des activités éligibles et qui sont éligibles à cet article du Code des impôts, ça s'appelle 150 critères, qui oblige à se réemploi dans les 2 ans de 60% du produit de la cession. Bon, le dirigeant n'est pas obligé de se dire qu'il faut absolument que je reprenne une participation directe dans une entreprise, dans un commerce, dans quoi que ce soit. Il y a aussi certains fonds d'investissement qui permettent de le faire de façon indirecte et en déléguant, je dirais, le savoir-faire et les gestions à un gestionnaire de ces fonds. Et donc, c'est un bon moyen, en fait, pour la partie du prix de vente de l'entreprise dont le dirigeant envisage de réinvestir dans une activité économique, bah, il sait qu'il n'aura pas à payer l'impôt. Donc, ça s'anticipe parce qu'il faut faire la holding avant, peu de temps avant la cession, mais ça s'anticipe parce qu'il faut anticiper les conditions de redéploiement du prix de cession. Donc, il faut travailler avec le family office, le banquier, le conseiller en gestion de patrimoine pour dire voilà à peu près comment j'envisage de redéployer mon prix de cession. Et alors, on va pouvoir se dire est-ce qu'on peut utiliser, dans quel périmètre on peut utiliser cette source d'optimisation qui, encore une fois, est totalement légale puisque inscrit dans la loi. Pendant un moment, c'était un schéma qui a été un peu contrôlé, voire critiqué. Maintenant, les règles sont claires, c'est prévu par le Code général des impôts. Et de la même façon, deuxième technique pour limiter très sensiblement cet impact fiscal, c'est la donation avant cession. C'est tout bête, mais tout à l'heure, je vous ai dit que l'assiette de la plus-value, c'est la différence entre la valeur de sortie du patrimoine moins la valeur d'entrée. Donc, je vends une entreprise, je vends une participation. Et je voudrais aider mes enfants à s'installer dans la vie d'adulte. Je vais avoir une entrée de liquidité assez importante et je voudrais faire des investissements familiaux avec mes enfants ou les aider à s'installer plus confortablement. Eh bien, je peux faire une donation avant la cession parce que la donation purge l'impôt de plus-value. Les donations, parce que ce n'est pas un fait générateur de l'impôt, d'une part, et que le donataire, l'enfant, quand il reçoit des titres pour une valeur de 100 000 euros, qui peut lui être donné sans aucune fiscalité, c'est l'abattement en ligne directe aujourd'hui, et qui revend ces mêmes titres quelques jours après pour 100 000 euros. Eh bien, sa valeur de sortie des titres, c'est 100 000, sa valeur d'entrée, c'est 100 000, pas d'impôt. Si j'avais vendu pour 100 000 euros de titres, j'aurais payé 34% d'impôt. Il m'en serait resté 66 000. Si je donne ces 100 000 euros à mon enfant et qu'il les revend au même prix, eh bien lui, il aura 100 000 euros dans sa poche. La donation avant cession purge l'impôt de plus-value. Il n'y a pas un dirigeant d'entreprise qui n'envisage pas, à la faveur d'une cession, si le prix de cession lui permet de financer son train de vie et ses projets personnels, eh bien, tout dirigeant, alors, dans cette situation, envisagera préalablement à la vente d'opérer cette donation qui s'inscrira dans un cadre fiscal formidablement favorable, puisque la donation limitera la fiscalité successorale latente sur ce patrimoine et en plus purgera l'impôt de plus-value. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas trop donner. Il faut donner à la hauteur de l'appauvrissement possible du donateur. Et l'administration fiscale, elle valide totalement cette opération à la seule exception d'une donation qui serait faite au-delà du raisonnable, c'est-à-dire une donation où le donateur, ayant besoin de l'argent indirectement transmis à ses héritiers, le reprend
se réapproprie cet argent pour financer un projet personnel. Là, l'administration fiscale pourra nous dire c'est un abus. Vous avez donné, vous auriez dû définitivement vous appauvrir au bénéfice du donataire et ensuite vous reprenez. Donc, vous n'avez fait cette donation que pour éluder l'impôt. C'est un abus de droit. Donc, ce qui est donné est définitivement donné et reprendre, c'est abuser d'un point de vue fiscal. Et donc, c'est de la même façon, il faut rester raisonnable. Mais c'est intéressant en matière de cession d'entreprise parce qu'on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que grosso modo, c'est, je dis à mon dirigeant, dis-moi ce que tu veux faire de l'argent, je te dirai la fiscalité. Dis-moi ton projet de vie après la vente de ta participation de ton entreprise et je te dirai la fiscalité. La part que tu veux, pour laquelle tu vas avoir une liberté totale, tu vas payer peut-être 34%. La part du prix que tu vas vouloir réinvestir dans une activité économique, tu vas payer 0. La part que tu vas vouloir donner à tes enfants pour les installer dans leur vie d'adulte ou les installer plus confortablement, tu paieras 0 d'impôt de plus-value ou ils paieront 0. La part que tu vas vouloir réinvestir familialement, eh bien, tu paieras entre 15 et 20% en fonction de l'importance des donations que tu pourrais envisager. Donc, dis-moi ce que tu veux faire, je te dirai la fiscalité. Mais par contre, pour envisager cette optimisation sereinement, de la même façon, il faut anticiper. Parce que les choses se font avant la vente et pas après. Après, c'est trop tard. Après, c'est on va payer les droits l'impôt de plus-value et ensuite on paiera éventuellement les droits de donation. Ça n'a pas de sens. Enfin, il faut que l'opération et la chronologie soient parfaitement respectées. Et c'est pour ça que le maître mot dans mon introduction sera le même que dans ma conclusion. Il faut anticiper, discuter et essayer de se projeter au mieux pour pouvoir envisager en toute sérénité et dans un contexte le plus optimisé possible cette transmission d'entreprise. Finis ton propos, Pierre. J'espère. J'ai été un peu rapide, mais je voulais peut-être laisser place à des questions, des observations de Jean-François ou de l'auditoire. Non, je confirme ce que tu dis, c'est que c'est valable dans l'ensemble sur l'ensemble des sujets patrimoniaux. C'est véritablement prendre le temps suffisamment en amont pour réfléchir à la stratégie que l'on souhaite en tant que client, en tant que chef d'entreprise, plutôt que de le faire dans l'urgence parce que on veut transmettre quoi qui vient ou on sait qu'on va vendre la semaine prochaine. Dans tous les domaines, plus on a de temps pour réfléchir, mieux on réfléchit. Plus on réfléchit par rapport aux objectifs qu'on a et entre guillemets à la vie patrimoniale qu'on souhaite avoir ensuite, rien n'est bien fait dans l'urgence. Et ça permet d'ouvrir le champ des possibles. On a vu quand même pas mal de clients avec Pierre. La réflexion, elle démarre peut-être 1 an, 2 ans avant. Mais au moins, on définit le panorama des solutions qui ne sont pas forcément exclusives les unes des autres, qui peuvent se combiner. Le client a le temps de les appréhender, de se les approprier, de voir si ça colle exactement avec son projet personnel et son projet familial. Donc, le maître mot pour nous, c'est vraiment l'anticipation. Et ce d'autant plus d'ailleurs que le dirigeant, parce que nous, on nous appelle souvent au dernier moment pour travailler sur tous ces sujets au dernier moment, c'est-à-dire il y a déjà une LOI, on a déjà le signing, et là, tout d'un coup, on se pose toutes ces questions-là. Le problème, c'est que le dirigeant, à ce moment-là, il doit se focaliser sur sa session, sur les négociations, sur l'accompagnement de sa session. Et donc, en fait, il a peu de temps de cerveau disponible. Et donc, il faut, en général, avant même en fait, d'avoir donné le mandat ou d'avoir initié le processus de session, il faut ouvrir cette réflexion. Parce que quand on est dans le dur, ce n'est pas le meilleur moment, en fait, pour envisager tous ces enjeux de projection post-session, alors même qu'on est en pleine période de négociation et de formalisation du deal. Voilà. Ouais, il faut pouvoir le faire sereinement. Voilà. La sérénité n'est possible que si on a du temps. Et le client qui est en train de vendre, il est en train effectivement de finir tous les actes liés à la session, de
négocier la garantie de passif et c'est pas là où il est dans bonne disposition d'esprit pour prendre les bonnes décisions patrimoniales. Et puis souvent, il verra que l'angle fiscal en se disant forcément que je paye le moins de plus-value. Et il verra pas forcément les conséquences civiles, familiales qui peuvent être consécutives. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Pas de questions, Fabiola? Vous êtes là? Je suis là, Jean-François. Non, pas de questions. En tout cas, bon. Mais j'en prie. Bon, on tient à remercier les présents, même s'ils n'étaient pas très nombreux, mais heureusement, le webinaire est enregistré, va être adressé à ceux qui le souhaitent, ainsi que le support. L'idée, de toute façon, dans tous ces webinaires que nous organisons, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles, de montrer qu'il y a des solutions qui existent. C'est pas de faire un cours magistral sur tel ou tel sujet, parce que Pierre le sait bien, on pourrait passer une journée entière, voire plus, sur une seule des thématiques qu'on a abordées, mais c'est plutôt de sensibiliser les interlocuteurs en disant, bah, tiens, ça, oui, effectivement, ça, je ne l'ai pas fait, ça, j'aurais peut-être intérêt à le faire. Voilà ce que j'envisage de faire ensuite. Donc, il faut peut-être que je me pose des questions. Et il y a des solutions que je ne connaissais pas. Je reprends le cas des mandats de protection future